20h30, 22h. Éric Lange. Allô ? Sur le Move. Et nous sommes avec Yann et Masako, donc vous êtes là tous les deux, chacun sur une ligne. Chacun sur une ligne, c'est bon. Bon, vous vous débrouillez pour vous répartir la parole, parce que je pose les questions et chacun, celui qui veut, répond. Ça marche, c'est bon. Ça marche, il est à fond, Yann. Le livre, donc, ça s'appelle Itinéraire de voyageurs Japon, c'est aux éditions Nomade. C'est un carnet de route, avec des dessins, des photos, des textes, vos impressions sur le Japon. Alors, c'est marrant, ça commence bien votre histoire, parce que je vous cite tout au début, il y a écrit « Depuis plusieurs années, nous nous amusons à voyager à travers le monde ». Donc vous, le voyage, c'est pour s'amuser. Oui, parce que le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est tellement incroyable pour découvrir des choses, des gens, on se trompe, c'est un vrai bol d'air. Ouais. Et en général, le décalage des situations fait qu'on s'amuse beaucoup. Et vous avez beaucoup voyagé comme ça ? Alors en fait, on est allé en Malaisie et puis aussi pendant 1 an et demi à Tahiti. 1 an et demi à Tahiti ? Voilà, ça c'était pas mal. Ah ouais, attends, on fait une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? vous avez... Alors en fait, à l'époque, je travaillais, c'était à l'époque où il y avait le service militaire, c'était en 94-95, il y avait encore le service militaire pour les jeunes gens. Et j'ai pu partir 1 an et demi pour travailler là-bas pour la prévention des raz-de-marée en Polynésie. Et ça a été vraiment une découverte extraordinaire, que ce soit les îles, mais aussi des Polynésiens qui ont une culture orale très riche. Et vraiment, j'ai adoré. Mais dis-moi, parce qu'on a tous une vision idyllique un peu de Tahiti, les îles, tout ça, mais quand on vit dessus pour de vrai, quand on est là-bas tout le temps, toute l'année, c'est toujours aussi bien ? Alors ça dépend, il y a deux personnes, il y a deux types de réactions. Soit au bout d'1 mois, 2 mois, et j'ai eu des amis à qui c'est arrivé, vous étouffez, c'est trop petit, et vous êtes rapatrié en France, vraiment vous sentez que ça ne le fait pas. Soit comme moi, vous avez plutôt beaucoup de mal à rentrer, parce que en fait ça vous semble pas trop petit, et vous prenez au contraire votre temps pour tout découvrir. Il y a un côté un peu claustro, non ? Le fait d'être sur une île. Alors moi j'ai pas du tout pensé ça, parce que faut imaginer que les îles Tahiti, les îles sous le vent, elles sont perdues au plein milieu du Pacifique. Moi l'impression, ça a été plutôt une impression d'immensité. Ah, t'as pas senti ce petit côté un peu claustro quand on est sur une île, au bout d'un moment on a fait le tour 3 fois, on sait plus où aller, on est un peu... Non, parce qu'il y a toujours à découvrir et on revoit les mêmes choses, tout bouge, rien n'est jamais pareil. Le soleil est pas pareil, les vagues sont pas pareilles, les gens non plus, donc il y a toujours quelque chose à faire. Le Japon, donc vous y êtes retourné souvent ? Alors 9 fois au total, parce que Masako en fait c'est ma femme. Et on y va régulièrement pour voir sa famille et découvrir le Japon. Et nous y retournons dans 15 jours. Ah, Masako, tu es japonaise ? Oui. D'accord, je savais pas. Et t'es installée en France avec Yann ? Oui, c'est ça. Oui, on est mariés depuis 96. On essaie d'aller au Japon tous les 2 ans. Donc, ça fait 9 fois de voyage. Chaque fois, on y reste 1 mois. 2 semaines pour ma famille et 2 autres semaines... on prend notre voiture, on se balade pour découvrir la campagne japonaise. Et Masako, ça va la France ? Ils sont sympas avec toi les Français ? Tu me dis si ça se passe pas bien. Ah oui, j'aime bien, je me sens bien, c'est pour ça que j'essaye encore. Bon, quelques petites réflexions prises dans le livre. Tokyo, on comprend rien quand on débarque, ça c'est Yann qui peut confirmer. C'est vrai qu'on est largué quand on sort de l'avion, que t'as le bus qui te largue au centre de Tokyo. La première fois, c'est un cauchemar, quoi. Enfin, c'est un cauchemar. C'est une autre planète. Ah oui, j'ai vraiment pris une énorme baffe parce que, évidemment, tous les textes sont en japonais. Bon, il y en a en anglais. Mais rien que les textes en japonais, on est paumé. Il y a aussi toute la façon d'agir des Japonais qui sont à la fois très prévenants, très timides, mais ils font pas forcément le premier pas. Donc on est vraiment complètement paumé. Ça sert à rien de râler. Il faut y aller au contraire tout en douceur. Il y a aussi le plan du métro. J'ai toujours pas compris au bout de 9 fois comment ça marche. Je crois qu'il y a que Masako qui sait prendre des tickets et m'emmener à un endroit. Et il faut imaginer que tous les codes graphiques sont différents. Ils ne représentent pas les choses de la même façon. Donc les panneaux de signalisation, les marquages au sol, on est vraiment paumé. Et juste un exemple, c'est que je suis rentré dans une pharmacie en croyant que c'était une supérette, parce que ça ressemblait plus à des barils de lessive qu'à une pharmacie. Donc voilà, c'est vraiment une impression d'être complètement paumé
au moins pendant les 3-4 premiers jours. Ouais, moi je me souviens en débarquant comme ça, j'avais faim et en plus les restaurants ils sont pas forcément en bas, tu vois. Après tu comprends qu'en fait le restaurant il est au 5e étage et qu'en dessous il y a des bureaux. Ouais. C'est pas comme ici. Et le seul logo que j'ai reconnu, là je me suis dit là-bas on mange, c'était McDo quoi. Oui, c'est ça. Et ça m'a vraiment énervé d'avoir traversé la moitié de la planète pour me retrouver à bouffer un cheeseburger de chez McDo. Mais bon, t'es largué à ce point-là quoi. T'es vraiment perdu. Ouais, et puis même si on va dans un restaurant, c'est écrit en japonais. En général, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc c'est rarement en photo. Et nous, ce qu'on fait, c'est soit on va montrer les plats dans la vitrine, soit discrètement on montre le plat des voisins. Et il n'y a que ça pour s'en sortir. Ouais. Et Masako, tu es de Tokyo, toi, tu connais bien la ville ? Oui, j'y ai vécu 4 ans. J'ai fait mes études là-bas, mais je suis originaire de Komatsu, c'est une ville provinciale de côté mer de Japon. Parce qu'il paraît que les habitants de Tokyo eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. Ils se baladent eux aussi avec des plans parce que ça change tout le temps. C'est que en fait, prendre le métro, c'est très très compliqué, même pour les Japonais, parce qu'il y a plusieurs compagnies. Il faut acheter des billets à chaque compagnie. Donc voilà, on ne peut pas changer de métro comme en France. Il faut acheter plusieurs billets. Ah oui, non mais c'est un souk. Et alors dans le livre, donc il y a Tokyo, il y a des grandes villes, mais dans le livre surtout vous nous emmenez dans un Japon qu'on connaît peu, que peu de touristes ont le temps de voir finalement, c'est les Japon dit rural. Il y a donc une vraie vie, Yann, en dehors des mégapoles japonaises. Alors oui, ça a été vraiment la plus grande surprise qu'on a eue sur le Japon. Je vais juste rappeler 2-3 chiffres pour comprendre pourquoi on a voulu montrer ce Japon rural et provincial. 80% du Japon est constitué de montagnes. Il y a 6850 îles, il y en a qui sont inhabitées, et la moitié du Japon a la densité de population de la Corrèze. Alors, on est vraiment aux antipodes de ce qu'on imagine. Tokyo, Kyoto, une densité de population parmi les plus fortes du monde, mais finalement, ça n'est qu'un quart du Japon, et tout le reste, c'est très provincial, très rural. Vous pouvez vous promener toute la journée, des fois dans certaines vallées, sans rencontrer personne. Il y a des singes, il y a des ours, il y a des bains chauds perdus vraiment dans la montagne. La côte est aussi magnifique. Moi, je fais du surf et je vais chercher des spots de surf qui sont connus. Et en général, vous vous retrouvez seul. Et je n'ai jamais imaginé que le Japon était comme ça, qu'on pouvait se retrouver seul dans des endroits magnifiques. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le livre. La moitié est consacrée aux villes, à ce qu'il faut absolument aller voir de traditionnel. Mais en même temps, ce qu'on propose, c'est de garder un petit budget temps pour aller se perdre dans la province n'importe où. Ouais, on ne sait pas du tout. Je ne savais pas qu'il y avait du surf, des spots de surf au Japon. Mais il y a même de très très bonnes vagues de classe mondiale et là c'est bientôt l'époque des typhons au mois d'août. J'ai ma planche qui m'attend là-bas et on va aller chercher des embouchures de rivières pour aller chercher les vagues et il y a des surfeurs, il y en a pas mal. Allez, des petites histoires. L'histoire des lanternes sur la baie de Tsuruga. Je dois mal prononcer, mais ou Tsuruga. Voilà, alors c'est le 15 août. C'est l'équivalent de la Toussaint, c'est la fête des morts. Alors ce qui est très intéressant dans cette petite histoire, c'est que ça nous indique un peu comment les Japonais perçoivent la vie. Vous arrivez le matin, il fait chaud, il fait 31 degrés sur une plage, alors vous venez tôt le matin pour le spectacle du soir. Et il y a à peu près 20 000 personnes qui vont venir dans la journée, donc vous ne pouvez pas bouger. Et à un moment, il y a le crépuscule qui tombe, et cette fois, les Japonais amènent une lanterne qu'ils vont poser sur l'eau avec une bougie à l'intérieur. Et cette lanterne, ça représente l'âme d'un mort. Donc d'un seul coup, la fête s'arrête, le crépuscule tombe, ils mettent la musique des bonzes, donc c'est une voix très grave, là rien que d'y penser ça me donne des frissons, et vous avez des milliers de lanternes à la tombée du jour qui commencent à s'éloigner sur la mer. Et donc c'est assez prenant, et ça dure pendant 1 heure, et puis d'un moment ça s'arrête, et il y a un immense feu d'artifice, un des plus gros du Japon, qui est tiré, donc ce sont des grands malades, c'est quasiment des armes de guerre qu'ils envoient dans le ciel, et ça devient une immense fête, ça dure 2 heures. Et au bout des 2 heures, la fête s'arrête et vous vous rendez compte que vous avez complètement oublié l'âme des morts, les lanternes qui sont éloignées sur la baie. Voilà, donc c'est assez étonnant la façon dont ils gèrent la fête des morts. Qu'est-ce que j'ai relevé ? Alors c'est quoi le principe ? Ça j'avais jamais entendu parler aussi. Le principe du Ishi-go, Ishi-e, je sais pas comment on prononce. Où vous dites on se voit, c'est quand on rencontre quelqu'un et on se voit comme si c'était une rencontre unique dans une vie. C'est difficilement compréhensible ça pour un petit esprit occidental comme le mien. C'est quoi ce truc ? On dit Ichigo Ichie, littéralement une occasion, une rencontre. C'est une devise de cérémonie de thé, un rituel traditionnel influencé par le bouddhisme de l'école de Zen. Ouais. Ça veut dire que comme c'est peut-être la dernière occasion de voir la personne,
il faut la recevoir bien, comme si c'était la dernière fois. Ah, c'est quand on voit quelqu'un... Ah oui, pour être sûr de bien la recevoir, on fait comme si c'était la dernière fois. Voilà. Ah, c'est Et il faut être poli. C'est une forme de politesse, en fait. Ouais. Oui. À Okinawa, c'est là que l'on mange le mieux au monde, Yann ? Alors, oui. Enfin, la nourriture la plus saine du monde. Alors c'est ça, en fait, ça a été très à la mode ces dernières années, puisque à Okinawa, c'est un régime à base de poissons et de légumes. Mais il faut savoir que vous avez quasiment ce même régime alimentaire dans le reste du Japon, qui a une nourriture très saine. Mais le secret des Okinawatais, c'est la bonne humeur. Et donc il y a peu de viande, beaucoup de pommes de terre, des légumes, choux, carottes, mais surtout... Ils sont un peu à l'écart de la modernisation, ils ont encore une vie de village et ils ont une vie très cool. Et je pense que ça fait au moins la moitié des choses pour le fait qu'ils sont en bonne santé. Une vie très cool, c'est-à-dire ils font rien toute la journée, ils travaillent pas. Ah non, parce qu'ils sont assez travailleurs, mais faut imaginer, Okinawa, ça ressemble à Tahiti, c'est un pays de cocagne. Donc il y a tout qui pousse, il y a plein de poissons, et vous avez encore dans les villages une grande entraide où les gens vivent avec leur jardin, et il y a d'ailleurs beaucoup de Tokyoïtes un peu rebelles qui émigrent à Okinawa pour profiter de cette douceur de vivre. Donc il faut aller à Okinawa, c'est ça le message. Voilà, honnêtement, c'est un bel endroit. Il y a la base américaine qui fait un peu, qui fait débat, mais dès que vous avez quitté la ville de Nara d'Okinawa, le reste de l'île, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer des paradis tropicaux comme on peut trouver à Tahiti. J'ai retrouvé vraiment les mêmes sensations. Vous dites à un moment dans le bouquin qu'il faut être très patient au Japon parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est comme s'il y avait une phase d'observation avant qu'il réponde et que ça peut durer parfois une journée. C'est exact. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Asie. Il faut pas être trop entreprenant avec les personnes. Il faut leur laisser le temps. Alors ça va de 30 minutes où ils vont avoir le masque. Ils vont pas avoir de réaction, ils vont vous observer du coin de l'œil et quand ils vous auront jugé ou non dangereux ou digne d'une relation, ils viendront vers vous. Et le cas le plus extrême qu'on a eu, on était dans une auberge un soir, il y avait nous et nos enfants, et juste un couple à côté, et nos enfants étaient un peu turbulents, ils faisaient du bruit, donc nous on n'osait rien dire, et le couple à côté était très strict, très sérieux, ils n'ont rien dit de la soirée, on était vraiment embêtés. Et pas de chance, le lendemain matin, on se retrouve dans la même pièce, ensemble, seuls. Et paradoxalement, malgré le bruit des enfants, ils se sont mis à nous parler. Et en fait, c'est là qu'on a compris que la veille, ils nous observaient. Et le lendemain matin, on n'arrivait plus à les arrêter tellement ils avaient envie de nous dire des choses. Donc voilà, donc c'est une phase d'observation qu'il faut respecter. Et le conseil, d'ailleurs, qu'on peut employer chez nous et dans les autres pays du monde, sourire et ne jamais se fâcher. En fait, c'est exactement l'inverse. Par exemple, quand tu arrives aux États-Unis, où par politesse, tout le monde est très très sympa, très ouvert, très souriant. T'as l'impression, tu sais, quand tu vas dans une soirée aux États-Unis la première fois, t'as l'impression que tout le monde est ton copain. Et en fait, derrière, après, il y a toute la phase d'apprentissage qui se passe. Donc, tu peux être surpris le lendemain en disant mais pourquoi ils me répondent pas au téléphone ? Hier, on était potes. Donc, c'est une politesse inversée par rapport à ça, quoi. C'est ça. C'est pas l'une qui est meilleure par rapport à l'autre. C'est juste qu'il faut être conscient de cette distance culturelle et de respecter chacun dans ses usages. Et au Japon, moi j'avoue que ça continue à me perturber quand j'y fais pas attention. Mais il faut prendre le temps d'établir le contact. Il faut pas le prendre mal, quoi. Si le gars en face répond rien, faut pas se vexer. Ouais, d'accord. Une petite chose encore, le Japon c'est cher, non ? Pour quand on voyage, enfin c'est la réputation de ça, c'est que c'est un pays très cher quand on voyage là-bas pour se loger, pour manger, tout ça. Pour se loger, oui, c'est un peu cher, mais pour manger, on y mange très très bien pour 5 € par exemple, un bol de soupe. Dans la rue Oh. On peut trouver facilement à 5 €. D'accord. Au restaurant. Et les hôtels, il faut viser quoi ? Il y a des petits hôtels pas chers, des backpackers, des choses comme ça ? Oui, il y a une auberge donc familiale. Souvent, ça se pratique en demi-pension et on trouve des demi-pensions à 50 € par personne à peu près. Ouais, donc c'est un peu comme, d'accord, c'est comme ici, quoi. Alors il y a un bon plan, c'est qu'il y a aussi des campings qui sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc pour les gens qui vont en été, il y a un moyen de voyager vraiment pas cher. Camping,
D'accord. Voilà, ça existe. Juste une précision, là, dans le livre, il y a des dessins, des photos, des textes. Vous faites tous les deux tout ou vous répartissez la tâche? Parce que les dessins sont chouettes. Hein, alors les dessins, c'est moi qui dessine. Et puis photos et textes, on se partage la tâche. Et notamment, Masako, elle m'empêche d'écrire des bêtises sur le Japon. Donc son apport est assez majeur là-dessus. Bon, merci beaucoup tous les deux. On a mis les références. Oui, ça y est, c'est fait. On a mis les références du livre et sur la page Facebook et sur le move.fr. Itinéraire de voyageurs Japon, c'est chez Nomade. Merci beaucoup. À bientôt. On s'appellera. Merci, au revoir. On se passera un coup de fil un jour depuis. Ouais, un jour depuis là-bas, on s'appellera. Ah oui, pour aller chez McDo. Voilà. Ça marche. Merci Yann, merci Masako, à bientôt. Ciao, bonne soirée. Charles Baptiste avec aussi Cool que toi et ensuite on va